Bienvenue à nouveau à tous à notre webinaire au sujet des opportunités du dispositif formation FNE pour le secteur aérospatial. Ce séminaire du pôle s'inscrit dans la démarche de l'Aerospace Valley d'informer nos membres des actions mises en place par le pôle, mais aussi par les régions, par l'État, voire l'Europe, dans le contexte de cette crise économique actuelle, tant sur le dispositif FNE Formation, qui actuellement est renforcé de manière temporaire par l'État afin de répondre aux besoins en formation des entreprises ayant recours à une activité partielle. Mon nom est Thilo Schonfeld, de l'équipe permanente du pôle, où je suis essentiellement en charge des activités à l'international pour Aerospace Valley et nos membres, mais aussi ponctuellement sur les actions en lien avec la relance post-Covid. Tout d'abord, cet après-midi, je tiens à remercier nos intervenants, Émeric Desval-Roger, président de la société Accents, ainsi qu'Ewan Belleobech de Air Business Academy, et Eric Vigneras, qui va nous rejoindre, qui est président de la société Almeras Acticoup. Lui va nous faire un retour sous forme de témoignage d'une entreprise qui a fait recours à ces dispositifs FNE. Comme pour tous les autres webinaires, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions via la petite boîte à droite questions, à droite de votre écran. Vous pouvez les poser au fil de l'eau sans attendre la fin des présentations. Nous allons alors oralement transmettre vos questions aux intervenants à la fin de la présentation. Si jamais le temps ne permettra pas de répondre à toutes vos questions, les intervenants pourront également individuellement revenir vers vous ultérieurement par mail, car les questions seront enregistrées. On vise de terminer vers 15 h afin de ne pas vous mobiliser trop longtemps. Deux derniers points, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du pôle, a priori à partir de demain. Puis les présentations seront également disponibles et vous préciserons les liens pour les récupérer. Si vous pouvez passer la deuxième slide, s'il vous plaît, vite fait. Donc, après cette petite introduction, je vous propose de démarrer les présentations et je passe la parole au premier intervenant qui est donc Émeric Desval-Roger, président de la société Accents. Oui, bonjour à tous. Donc nous voulions avec Aerospace Valley et Air Business Academy vous partager notre témoignage sur le dispositif FNE Formation. Et donc je vais brièvement vous commenter tout à l'heure différents aspects sur le parcours employé et d'autres points avec Ewan. Et je m'occupe donc du cabinet de conseil Accents. Ewan? Bonjour à tous. Donc Ewan Belleobech, je suis Sales et Account Manager chez Air Business Academy en charge des grands comptes et de la relation avec les clusters. Donc au niveau du dispositif, comme l'a dit Thilo, c'est un dispositif qui existait déjà, le FNE, mais qui a été renforcé temporairement pour affronter la crise. C'est extrêmement important de souligner qu'il est pris à 100% en charge et qu'il ne fait pas l'objet de cofinancement, puisque dans cette dynamique, c'est l'État qui finance à 100% ce dispositif. Donc, je vais vous présenter brièvement Air Business Academy. Donc Air Business Academy, nous sommes une structure de 50 personnes, nous sommes une filiale à 100% d'Airbus, ce qui fait que nous travaillons très largement au profit d'Airbus, mais pas seulement, puisque nous formons tous les sous-traitants Airbus de rang 1, 2 ou 3, mais également nous évoluons également dans des secteurs dits critiques, que ce soit l'énergie, énergie, défense, automobile, donc pas seulement lié à l'aérospace. On a au niveau de notre organisation 3 grands pôles, à savoir le learning qui est fait pour produire, opérer ou optimiser l'utilisation des aéronefs, mais également tout ce qui est domaine de l'optimisation des processus, que ce soit de la qualité, de la safety. On a le domaine Innovation and Collaborative Work qui contribue à l'accompagnement et à la facilitation de vos entités sur tout ce qui est domaine du collaborative work et de l'innovation. Et enfin, le Knowledge Management qui est orienté sur la capitalisation, la protection de vos données critiques en cas de transfert de compétences ou de départ à la retraite ou ce genre de choses. Nous évoluons dans un environnement international grâce à 300 formateurs un peu partout dans le monde et nous sommes en mesure de former dans 5 langues, les 4 langues du groupe Airbus et le chinois.
Voilà le panorama d'Air Business Academy. Je passe la main à Émeric. Donc, concernant Axence, nous sommes un cabinet de conseil et de formation et nous sommes spécialisés dans l'excellence opérationnelle. Donc, on va agir sur tous les piliers que vous voyez sur la droite de l'écran, donc la supply chain, la logistique, le transport, tout ce qui est maturité industrielle, notamment les sujets type APQP, maturité industrielle, évaluation, et puis les méthodes industrielles, donc jusqu'à l'implantation, l'ergonomie de poste, la mesure de temps. Donc, voilà le domaine d'expertise qui sont les nôtres. Nous existons depuis 15 ans, nous sommes ISO 9001, et nous avons 3 bureaux en France et également en Allemagne, une présence en Allemagne, et nous menons à peu près 150 missions de conseil par an, avec également donc plus de 1000 personnes formées chaque année à travers notre organisme de formation. Nous faisons de l'inter, de l'intra, du présentiel, du distanciel, des formations terrain, avec lesquelles on essaye d'être au plus proche des opérateurs. Et on a également, comme ABERA, un ADN international et de nombreux clients, 300 clients aujourd'hui, à travers le globe sur différents secteurs, dont l'aéro représente une dominante de 65% de notre chiffre d'affaires. Et donc maintenant, si on va enchaîner avec le dispositif FNE, donc on a choisi avec Ewan de vous présenter des parcours employés et entreprises pour donner un côté pragmatique à ce sujet. Donc, retenons qu'il y a la possibilité d'être financé à 100% pour ces formations et que le dispositif, comme vous allez le voir, est très simple à opérer. Donc, pour les employés, le principe va être le suivant. L'opportunité est donc pour ceux qui sont en activité partielle, mais pas uniquement, également pour ceux qui ne le sont pas. On peut faire des classes mixtes, donc des gens qui sont en activité partielle et des gens qui ne le sont pas, et tout le monde peut être financé. L'objectif, l'opportunité va être de rentabiliser le temps disponible pour garder le lien professionnel, acquérir une nouvelle compétence, renforcer son employabilité ou son évolution dans l'entreprise, donc préparer l'avenir. Toutes les formations sont éligibles, donc pas uniquement les formations certifiantes. Tous les salariés sont éligibles, sauf les alternants et les contrats de professionnalisation. Sinon, tous les autres types de contrats de travail sont éligibles. Les classes mixtes donc sont possibles, avec ou sans activité partielle. Il est classique d'avoir des classes avec un mélange de personnes en activité partielle et d'autres qui ne le sont pas. Donc ceux qui sont en activité partielle vont effectuer cette formation sur leur temps d'activité partielle. Ceux qui ne le sont pas le feront sur leur temps en entreprise. Donc le salaire de cette personne sera payé par l'entreprise. Mais la formation, les coûts pédagogiques notamment, ne le seront pas. Et puis, donc, l'entreprise va être financée. Alors, comment opérationnellement la personne va pouvoir bénéficier de cette formation? Donc, si on passe à la page suivante, on va avoir une personne qui, classiquement, va identifier une formation. Ensuite, elle va finaliser le choix, sa description, potentiellement la date de réalisation, et le salarié, l'employé, va envoyer à son RH les éléments correspondants par rapport à son souhait de formation, qui peut également avoir été identifié préalablement dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et des entretiens annuels. Donc le DRH va ensuite pouvoir effectuer un certain nombre de démarches dont Ewan va nous parler très bientôt. Concernant l'employé, il va donc ensuite pouvoir assister à la formation et à l'issue de la formation, il va signer ce qu'on appelle aujourd'hui un certificat de réalisation qui remplace tout ce qu'on appelait avant donc les attestations de présence. Donc ce nouveau formulaire, le certificat de réalisation, a été mis au point pour pouvoir couvrir aussi bien les formations présentielles que les formations distancielles qui sont maintenant menées par beaucoup d'organismes, dont les organismes que représentés aujourd'hui. Donc ce certificat est très simple, il est téléchargeable sur Internet et en gros vous l'avez à droite de l'écran, je sous-signé nom, prénom. Donc ensuite on indique le nom des salariés de l'entreprise, le nom de l'organisme de formation. On précise la nature de l'action de formation, donc il y a différentes typologies, on va dire, de catégories de formation, les dates, et on fait signer tout ça par l'organisme qui donne la formation. Donc c'était extrêmement simple, c'est encore plus simple que l'attestation de présence, puisque vous voyez qu'on stipule uniquement la date de début, la date de fin, et ce document va être fourni soit par le formateur, soit par le salarié, une fois que le formateur a signé, à son DRH pour que le DRH puisse le faire passer dans le processus administratif pour être remboursé, pour que la formation puisse être financée. Et je passe la parole donc
à Ewan qui va vous parler du workflow entreprise. Donc au niveau de l'entreprise, puisque quelque chose qui est important de souligner, c'est que l'employé, pour faire le lien entre employé et entreprise, l'employé doit donner son autorisation pour le FNE. Donc, ce qui implique pour l'entreprise de suivre le processus suivant. Donc, d'une part, au niveau de l'entreprise, ce qui est important de souligner, c'est que, et pour lutter contre certaines idées reçues, c'est un process rapide et qui est simplifié. Ça permet également de faire monter en compétence l'ensemble de vos salariés, ou en tout cas l'ensemble de ceux qui sont en activité partielle. C'est pris à 100% en charge par le fonds étatique, donc c'est une formation qui est sans surcoût. Et donc, comment on accède à ces éléments-là, à ces éléments de formation lorsqu'on est une entreprise? Donc, il n'y a pas de critère de taille d'entreprise, ça c'est extrêmement important à souligner, ou de secteur d'activité. Pour que vous le sachiez, ce dispositif est même utilisable pour les associations. Tous les salariés sont éligibles, sauf les alternants. Et pour les salariés qui sont en CDD, donc en contrat à durée déterminée, la formation, à partir du moment où une convention de formation est signée, si vous pouvez tout à fait former vos employés en CDD, mais il faudra qu'ils soient encore sous contrat au moment où la formation se terminera. Ça tient du bon sens, puis c'est important à souligner. Comme l'a dit Émeric, les classes mixtes sont possibles. C'est extrêmement important à souligner. Vous pouvez avoir des personnes qui sont à 100% d'activité et d'autres à 60% d'activité partielle. Eh bien, il n'y a aucun problème pour mixer ces personnes-là autour du même cours pour qu'ils acquièrent les mêmes compétences. La seule différence, encore une fois, l'entreprise, et c'est du bon sens, l'entreprise paiera à sa charge les salaires des personnes qui sont en activité à 100%. Et pour, bien entendu, les personnes qui sont en chômage partiel, le dispositif de chômage partiel s'applique. En tout cas, 100% de la formation, quel que soit le public, on peut résumer ça comme ça, bénéficie à l'entreprise. Toutes les formations sont éligibles, à une exception près, il y en a toujours une ou deux, ce sont toutes les formations dites obligatoires, donc de sécurité, de safety, d'hygiène. Voilà, c'est les formations de ce type. Bien entendu, comme elles rentrent dans un protocole bien inscrit au sein de l'entreprise, vous ne pouvez pas bénéficier du FNE. Mais disons que 98% des formations aujourd'hui sur le marché sont éligibles au FNE. La prise en charge des coûts pédagogiques est intégralement prise en charge, voire davantage si besoin. Qu'est-ce qu'on entend par le davantage? Ça peut même prendre en compte l'hébergement et les frais de transport. Donc ça, c'est important à souligner aussi. On voit bien que le package est assez large. À noter, et on le reverra après, mais le seuil de 1 500 € TTC à respecter par employé, sans aucune notion de durée de la formation ni de charge pédagogique. Ce qui est important, c'est ce seuil de 1 500 € TTC. Non pas qu'il soit bloquant si la formation est supérieure, il faut juste savoir qu'en dessous de ce seuil ou à ce seuil, la directe s'assure simplement que le contenu est conforme par rapport à la demande, mais n'investit pas plus, alors que si vous avez des sommes supérieures à 1 500 €, une investigation plus en détail sera effectuée par la directe afin de s'assurer d'une part de la cohérence de la formation avec le parcours du salarié et également une cohérence par rapport au coût. Alors, comment ça se passe au niveau de l'entreprise? Vous le voyez, il y a quelques étapes supplémentaires à respecter pour l'entreprise avec un peu plus de documents que nous allons voir ensemble. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement simple. Donc, le collaborateur et l'entreprise identifient une formation et l'entreprise contacte l'organisme de formation. C'est l'organisme de formation qui va fournir une convention de formation complète qui, au final, comprend une offre commerciale et une offre de convention. À partir du moment où l'entreprise accepte cette offre de formation, l'entreprise envoie cette convention accompagnée de la demande de financement au titre du FNE à la directe ou à son OPCO si l'OPCO est conventionné par la directe. Ensuite, la directe ou l'OPCO étudie la demande et notifie son accord avec le montant de financement accordé.
comme je l'ai souligné, en général, si vous respectez le seuil de 1 500 € TTC par personne, la validation peut intervenir relativement rapidement et on aura sûrement des témoignages à ce niveau-là, mais c'est entre 1 à 2 semaines. L'entreprise signe la convention, l'organisme facture la formation et les collaborateurs assistent à la formation. Ensuite, l'organisme de formation fait signer un certificat de réalisation qu'Emeric vous a présenté juste avant. Ce certificat est individuel et est remis à chaque participant. Lorsque ces certificats sont ensuite centralisés par l'entreprise, la directe est en mesure de rembourser l'entreprise selon le financement obtenu. Voilà. Donc, associé à ce process qui est relativement simple, vous avez 3 types de documents importants. La convention de formation, il y a des modèles téléchargeables en ligne, la demande de financement avec la formation FNE qui doit comprendre certaines informations clés. Donc, on peut les résumer en 5 points. Hein. C'est l'intitulé de l'action de formation, l'objectif et le contenu de l'action de formation, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement de la formation et le prix de cette formation. À noter, quelque chose de très important, au niveau de la durée de la formation, vous pouvez tout à fait signer une convention de formation à un instant T, puis, par exemple aujourd'hui, et si cette formation doit se dérouler en septembre et que vous avez la chance d'avoir votre activité qui a repris, il faut savoir que la convention FNE s'applique, même si vous avez une reprise d'activité. Donc, c'est extrêmement important. Ce n'est pas un point bloquant aujourd'hui de vous lancer dans une demande de financement FNE pour vos formations, pour vos salariés en chômage partiel, à partir du moment où cette convention est signée. Même si une partie de vos employés reprennent le travail, ils pourront bénéficier de ce dispositif. Alors, ceci est un exemple qu'on a récupéré sur l'OPCO Atlas, mais il est quasiment standard pour tous les OPCO et c'est le template de la directe. Donc, c'est la demande de financement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que c'est extrêmement lisible, très simple à compléter et que, en général, la plupart des organismes de formation ont fait en sorte d'avoir des présentations de formation qui permettent de compléter très facilement ce formulaire. En ce qui concerne les industries, donc là, on a cité le l'OPCO Atlas, mais pour l'OPCO qui est en charge de ce qu'on appelle interindustriel, donc qui concerne sûrement 98% des membres d'Aerospace Valley, l'OPCO référent et l'OPCO 2I. On peut rajouter éventuellement, Ewan, que oui. Sur le slide précédent, voilà, on peut rajouter que par rapport à la clause de maintien sur l'emploi, excuse-moi, la demande de financement, donc la clause de maintien sur l'emploi qui fait partie des documents sur la demande de financement, sachez que l'engagement que demande l'État est assez simple. Il demande à ce que les gens qui suivent la formation et qui bénéficient du financement soient conservés dans l'emploi pendant la durée de la convention de formation. Donc, si par exemple vous êtes intéressé par un cours de 2 jours ou de 3 jours, l'engagement est de s'engager à ce que les personnes soient en emploi pendant cette période. Voilà. Donc, la clause est quand même tout à fait raisonnable par rapport à ça. Si d'aventure la personne ne l'était plus ou ne l'était pas, eh bien, la formation ne serait pas financée. Elle serait financée au prorata même. Donc, on voit que c'est extrêmement souple et extrêmement ouvert. Donc, c'est très avantageux. On passe au témoignage de s'il s'est connecté. Je vois que M. Vigneras n'est pas encore connecté, mais il m'a promis de se connecter. Donc, je propose de prendre la première question qui s'affiche. Bonjour, puisqu'il y a subrogation de paiement par l'OPCO, il me semble que le certificat de réalisation est renvoyé par l'organisme de formation directement à l'OPCO avant la facturation, sans intervention du TRH. En revanche, celui-ci doit fournir un certificat de maintien dans l'emploi. Ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être une confirmation, vous confirmez? Oui, tout à fait. De mon côté, dans les cas qu'on a pu pratiquer, en fait, il y a 2 montages qui ont été pratiqués. Le montage où, en fait, l'organisme de formation fournit les éléments à l'entreprise qui elle-même
échange les documents avec son OPCO et donc envoie les documents afférents pour se faire rembourser. Et il est également possible de faire l'inverse, c'est-à-dire que la liaison entre l'OPCO et soit avec l'organisme de formation. Voilà. Donc les deux modèles ont pu être pratiqués de notre côté. Donc effectivement, en fonction du modèle 1 ou du modèle 2, ce sont respectivement l'entreprise ou l'organisme de formation qui vont échanger les papiers que Ewan a listés et qui sont à l'écran avec l'OPCO pour le remboursement. Ok, merci. Une autre question, mais je pense que la réponse a été donnée. Donc la question, toujours subrogation au PCO, où l'entreprise doit toujours avancer les frais. Alors, Émeric, je pense que tu as donné la réponse. Tout à fait, puisque vous le voyez à la fin du procédure, c'est la directe qui rembourse. Donc, on voit bien que pour déclencher une formation, les principes, on va dire, de la vie normale s'appliquent. Il y a la signature de la convention de formation et l'émission d'un purchase order ou d'une commande qui fait l'objet d'un paiement à partir du moment où ce paiement est accepté. Donc, la formation a lieu. L'entreprise, quand la formation s'est déroulée, règle avec les terms and conditions associés la formation, mais en fonction du délai de remboursement, vous pouvez avoir un remboursement avant d'avoir payé en fonction des conditions de paiement. Mais en tout cas, la réponse est simple. Oui, il faut avancer les frais de formation. Après, donc, ce sont des conditions commerciales. Donc, libre à vous de négocier avec vos organismes de formation préférés des conditions de paiement qui sont alignées ou en cohérence avec vos remboursements par les OPCO. Ça peut faire l'objet d'une discussion entre vous et votre organisme de formation. Ok, il y a une autre question qui arrive. L'État a annoncé un budget FNE. Savez-vous où nous en sommes de la consommation des fonds? Tout à fait. Il y a eu, je parle sous le contrôle d'Émeric, mais il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés fin de semaine dernière, qui est donc le fonds annoncé par le gouvernement est un fonds pour l'instant abondé à hauteur de 500 millions d'euros, donc 1,5 milliard d'euros. Et aujourd'hui, la consommation est à hauteur de 40 millions d'euros. Voilà, donc c'est une très grande opportunité qui se déroule en ce moment. C'est unique d'avoir des formations financées à 100% avec aussi peu de critères. Et il y a effectivement encore aujourd'hui une grande somme d'argent disponible et donc pour des centaines de milliers de formations. On avait ce matin au téléphone un OPCO, un OPCO parmi les 11 qui nous partageait qu'à ce jour, 130 000 dossiers ont déjà été traités ou sont en cours. Donc c'est vraiment immense, c'est l'enveloppe qui est disponible. Et on peut également souligner par rapport à la question qu'à ce jour, il y a une visibilité qui est donnée au dispositif jusqu'à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, normalement, ce dispositif va perdurer jusqu'à la fin de l'année. Par contre, les pourcentages et les petites clauses qui le dirigent sont régulièrement revus par l'État. Chaque mois, il y a déjà eu 3 versions officielles de documents sur le ministère du Travail, le document que vous montre Ewan, donc 3 révisions. Pour l'instant, toutes les révisions ont été dans le sens de l'élargissement du dispositif. Il est probable qu'à partir de la rentrée, septembre-octobre, les évolutions qui seront faites iront dans l'autre sens, soit à réduire le pourcentage de financement qui passerait de 100 à 70% par exemple. Donc là, aujourd'hui, les bruits de couloir, ce serait vers octobre. Donc qui nous a été donné ce matin, sans confirmation, soit à resserrer les critères d'éligibilité. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de vous dire que c'est une grande opportunité aujourd'hui qui est offerte et dont il faut probablement essayer de profiter au maximum maintenant, pendant l'été et en septembre, début septembre, parce qu'il risque après de se resserrer un petit peu. Mais en tout cas, sa visibilité en tant qu'opportunité de fonctionnement est jusqu'à la fin de l'année. À aujourd'hui. J'ajouterais 2 informations, Émeric. La première, c'est que il est important de souligner cette visibilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le dispositif FNE n'est pas associé au dispositif de chômage partiel. Comme vous pouvez le savoir, dans certaines branches, il y a le dispositif de chômage partiel qui est déjà annoncé pour être prolongé au moins 1 an, voire 2 ans. Aujourd'hui, le dispositif, même s'ils sont intimement liés,
puisque vous pouvez accéder au FNE uniquement quand vos employés sont au chômage partiel, ne sont pas liés. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un accord de branche qui prolonge le chômage partiel pendant 1 an de plus, sans que le FNE soit prolongé. L'autre élément extrêmement important à souligner, et ça c'est des retours terrain qu'on observe quasiment quotidiennement, c'est la différence entre les petites et moyennes entreprises et les grands groupes. Jusqu'à présent, une des choses qui peut expliquer que le fonds n'a pas été utilisé dans des grandes proportions, et ce n'est absolument pas péjoratif, hein, mais c'est quelque part l'inertie des grands groupes. Les grands groupes, pour prendre conscience du dispositif en FNE, pour l'intégrer dans leurs nombreuses filiales et sites, ont une certaine inertie. Tous les grands groupes du secteur, hein, pas besoin de les citer, sont dans cette dynamique-là, avec une optique de consolidation des formations disponibles en FNE jusqu'à la fin juillet, une promotion de ces formations en interne en août pour un commencement de déploiement à horizon début septembre. Ce qui veut dire qu'à partir de début septembre, les fonds alloués vont être consommés, je pense, dans des proportions bien plus importantes. Tout à fait. Tout à fait. Ça va s'accélérer puisqu'il y a aussi la communication qui est faite par différents organismes pour plébisciter le dispositif. Tout à fait. Ok, merci. Donc, M. Vineras va se connecter. Il a quelques difficultés, mais il va se connecter. Je ne sais pas s'il y a d'autres précisions, parce que je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Un petit commentaire peut-être sur le montant. Donc, Ewan a bien indiqué que la limite de 1 500 € TTC par personne. Donc, rappelons que ce montant est par personne. Donc, il est possible pour une personne donnée de suivre 2 formations dont le coût unitaire est de 500 € par exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le plafond de 1 500 € n'est pas restrictif. C'est-à-dire que vous pouvez postuler pour une formation qui coûte plus cher parce que, par exemple, elle se déroule sur 5, 6, 7, 8, 9 jours. Donc, probablement, le coût de cette formation sera supérieur à 1 500 € par personne. Il est possible de postuler et le dossier va être évalué par la directe ou l'OPCO et pour ensuite donner une réponse de financement ou non. Voilà. Donc, ça, c'est une opportunité également intéressante. Sachez que par rapport à cette logique, un peu le retour d'expérience qu'on peut avoir et qui nous a été un peu confirmé récemment, se situe aux alentours de 70 € par heure par rapport au coût de la formation. Voilà, donc ça c'est un peu un chiffre qui circule et qu'on ressent un petit peu dans les dossiers par rapport au montant de critères d'éligibilité quelque part de la formation. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose à considérer par rapport au choix et à la procédure du dossier de la formation. Je confirme tout à fait ces éléments. Aymeric, je tiens à rajouter un autre élément, je pense, qu'on n'a pas cité, c'est que la Directe recommande fortement, même si ce sont des dossiers pour des formations individuelles, de regrouper les demandes pour faciliter leur traitement. Bien entendu, vous pouvez envoyer un dossier par employé, hein, la procédure ne vous l'interdit pas, mais la Directe recommande fortement de regrouper les dossiers. Et l'autre élément qui est important, c'est qu'un individu, un employé, doit forcément passer par sa DRH et son entreprise, d'une part pour des raisons de procédure, mais également parce que c'est l'entreprise qui est la seule à même de justifier et d'attester que cette personne-là est bien en chômage partiel. Et vu que c'est le critère principal, ce qui explique pourquoi les demandes doivent absolument transiter par vos services RH. Voilà. Je crois que notre intervenant est arrivé. Oui, bonjour, excusez-moi, un petit problème de connexion. C'est les joies du direct. Voilà. Exactement. Je laisse Thilo vous introduire et vous avez la parole. Ou vous avez la parole tout de suite. J'ai la parole en direct, d'accord. Okay. Bon, ActiGroup, on est sur deux conventions, une convention Syntec et une convention métallurgie. Donc les comportements des branches sont pas tout à fait les mêmes et la réactivité des OPCA est pas tout à fait la même. Donc je vais plutôt témoigner pour la partie métallurgie, puisque sur la partie
Sur la partie Syntec, j'ai pas assez de recul à ce jour sur des formations FNE, puisque les premières demandes sont parties il y a 15 jours et apparemment le dossier traîne un peu. Donc, j'ai pas assez. Côté métallurgie, on en a déjà fait deux. Les formations, d'abord, il y a un point important, c'est que les acteurs de formation aujourd'hui sont mis en avant et bien des qualités de formation avec des interventions soit par webinar, soit par visioconf, et ont mis vraiment très très rapidement des moyens pour faire adhérer, parce qu'il est vrai qu'une formation dans le domaine de la mécanique, quand c'est via un écran, c'est jamais très facile. Et réussir à capter l'attention des opérateurs, des gens en méthode, des programmeurs, un certain nombre de profils. Donc là-dessus, je crois qu'il y a le message que je voudrais qu'on passe, c'est vraiment bravo aux organismes de formation d'avoir su s'adapter très rapidement pour d'une formation qui normalement est en face-to-face devient une formation via un écran et arriver à rendre actif cette formation, c'est très chouette. Sur l'organisation pure FNE, il y a aujourd'hui, les directs sont très mobilisés sur les formations. La documentation à fournir et il faut être bien avec l'organisme de formation. Il faut que l'organisme de formation ait une formation qui soit déjà établie avec un bon programme. Et nous, sur les formations qu'on a déposées, et j'en ai encore déposé 2 ce matin, enfin ma RH en a déposé 2 ce matin, et les organismes de formation sont très calés sur la documentation à transmettre. Et du coup, on n'a aucun souci sur la direct. Et on a réussi, nous, à mettre en place en 4 jours une formation entre le moment où on a eu le devis validé, le devis obtenu par l'organisme de formation et le démarrage de la formation. Donc assez simple administrativement, voilà. C'est le retour d'Active Group. C'est ultra simple. Ok. Alors effectivement, vous avez souligné, Monsieur Vignerat, l'hétérogénéité ou les processus qui peuvent être différents entre les OPCO. Signalons de notre côté, parce que je crois que ça avait également été vécu par Abba, en fonction des secteurs d'activité. C'est vrai que le lancement, la mise en route des OPCO n'a pas forcément été aussi rapide ou certainement ils ont des nombres d'adhérents très différents. Et donc, du coup, il peut être perçu parfois par les entreprises une différence de soit de réactivité, soit de traitement, je ne sais pas, en fonction des différents OPCO. Ce que je voudrais dire, c'est que ce matin, on a eu un OPCO au téléphone qui a voulu témoigner sur le fait que l'État, donc la Directe, met à jour très régulièrement, toutes les semaines, parfois toutes les 2 semaines, certains petits critères de ce dispositif et que donc il est assez challenge pour les OPCO d'arriver à suivre ce rythme et donc ça peut donner une impression d'hétérogénéité au niveau des traitements. Donc la personne que je dis au téléphone soulignait que non, les règles sont extrêmement strictes parce que ce sont des fonds publics directement et que donc, selon elle, l'ensemble des OPCO appliquent exactement les mêmes procédures. Par contre, les petits critères varient très, très rapidement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça peut être perçu comme des éléments de traitement différents. Voilà. Mais globalement, je crois que tous les acteurs qu'on a pu contacter, Ewan, ou les cas qu'on a pu traiter, montraient que c'était extrêmement favorable et que la très, très grande majorité des dossiers passaient extrêmement rapidement en quelques jours. Pour rajouter sur ce sujet des OPCO, quelque chose de très important, puisque j'ai fait un point avec notre RH sur le sujet des OPCO. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est interindustriel, c'est l'OPCO 2i qui gère toutes les demandes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de passer par un OPCO. Vous pouvez directement passer par un organisme de formation en fonction des catalogues et en fonction de vos besoins. Aujourd'hui, il y a 11 OPCO qui sont sectoriels et non pas régionaux. Ce qui veut dire que si vous avez, et là on le voit sur la slide d'Acti, des sites dans différentes régions,
ce n'est pas important. Il y a eu une confusion parce que les directs sont des organismes qui sont implantés par région. Au niveau des OPCO, ce n'est pas le cas, ce sont des OPCO sectoriels. Donc, à partir du moment où vous avez des activités qui sont implantées un peu partout en France, à partir du moment où elles appartiennent au même secteur, c'est cet OPCO qui sera responsable. Voilà. Ok. Est-ce que Monsieur Vignerat, côté actif, vous vouliez ajouter quelque chose? Ce que je vous propose, c'est de vous montrer en attendant que Thilo reprenne la main sur la question, de vous montrer quelques questions-réponses qui sont volontairement des questions clichés et qui permettent de vous montrer tout simplement comment on peut faciliter les éléments. Donc, j'espère que vous voyez tous l'écran questions-réponses. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est également de briser certains préjugés. Donc, le premier, on espère qu'on a réussi, c'est de montrer que c'était un processus qui était simple et accessible. Et j'espère qu'il y aura des questions pour notre invité, car je pense qu'il est extrêmement important d'avoir une vision globale et surtout très précise à la fois de l'expérience terrain d'un PME. Donc le FNE, est-ce que c'est que pour les grandes entreprises? Absolument pas. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, aujourd'hui, les grandes entreprises, de fait de leur inertie, pour l'instant, ils sont éligibles, avec certaines qui ont de l'inertie et d'autres qui ne souhaitent pas. C'est important à souligner aussi dans certains secteurs, notamment le secteur de la défense. J'ai pu échanger avec des grands groupes pas plus tard qu'hier qui, par solidarité également pour l'État, estimant que leur financement était stable et que leur situation n'était pas à risque, ne font pas appel au FNE. Donc, c'est important à souligner. Un niveau particulier d'études exigé? Non, pas de restriction à ce niveau. Aucun, comme vous avez vu hein, dans les différents éléments, il n'y a pas de diplôme à fournir ou de parcours professionnel à attester. Les formations sont-elles possibles qu'à distance? Aymeric vous l'a souligné tout à l'heure. Présentiel et distanciel sont possibles à présent. Ça, c'est un préjugé également à casser, puisqu'au début, en effet, seul le distanciel était éligible au FNE. Ce n'est plus le cas. Vous êtes en mesure de bénéficier du FNE, que les formations soient en présentiel ou à distance. Est-ce qu'il y a un plafond horaire? Est-ce qu'il est imposé pour les formations? Donc, ce dont on a parlé tout à l'heure de volume pédagogique? Non, également, pas de plafond. Les 1 500 €, on en a parlé. On reviendra peut-être sur les autres questions-réponses après, puisque je vois que Thilo va pouvoir peut-être partager avec nous la question. Oui, donc désolé, j'ai dû changer l'ordinateur. Donc, je reprends la question de tout à l'heure de Madame Leroy de Altran. Quels sont les montants maximums qui ont été sollicités à votre connaissance? Dans une stratégie de reskilling, les parcours longs sont parfois nécessaires. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la question. Moi, je peux commenter sur le fait qu'on a traité des dossiers de à peu près 15 000 €. Donc voilà, effectivement, il s'agissait de plus que 2 ou 3 jours de formation. Et le deuxième point, c'est que dans l'échange qu'on a pu avoir ce matin avec un OPCO, il a bien été souligné que ce qui était important pour eux, c'est pas tant la durée de la formation, mais la cohérence par rapport au coût horaire de la formation. Et donc, en divisant le montant de la formation par le nombre d'heures, qu'on arrive effectivement dans des ordres de grandeur qui soient aux alentours de 70 € maximum de l'heure. Voilà. Donc, c'est plus ce critère-là qui a été souligné ce matin par un OPCO. Voilà. Mais au niveau des textes du ministère du Travail, soulignons que la seule mention écrite dans le document officiel concerne premièrement la limite de 1 500 € TTC par personne et deuxièmement le fait qu'il est possible de solliciter bien davantage, mais que le dossier fait l'objet d'une étude plus approfondie. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, tout à fait. Nous, on a traité plusieurs sujets très, très différents. Un dossier, un workshop lié pour l'innovation avec justement un membre d'Aerospace Valley
qui visait à optimiser la conception et la finalisation d'un produit. Donc, on était sur vraiment d'identification via de la facilitation du cost cutting sur des éléments de production. Donc là, on a facturé 7 500 € et ça a été validé puisque ça s'inscrivait vraiment dans la stratégie de l'entreprise et que ça avait un objectif immédiat, ne pas retarder la mise en production d'un produit. On a également des sujets à peu près de la même ordre de grandeur qu'Emeric sur notamment des audits de performance type IPCA+, ou aussi des workshops où on fait de la customisation sur de la PQP. On sait très bien que la PQP aujourd'hui, c'est devenu un requirement fort des donneurs d'ordre dans l'industrie et on a été amené à signer des partenariats pour faire de la customisation de workshops à PQP sur des montants à peu près équivalents. Très bien, merci. Donc, il y a une autre question. Oui, vas-y, Amérique. Non, j'ai dit, c'est vrai, en conclusion, c'est que ce sont quand même des latitudes larges financières très intéressantes pour les employés et pour les entreprises, à nos yeux. Très bien. Donc, une question de Madame Danseau. Nous avons un compte relatif à une aide directe pour maintenir ou développer l'emploi en entreprise en 2020 via la région Nouvelle-Aquitaine. Pouvons-nous faire une demande FNE en complément? Alors, une aide par la région et puis la réponse est oui, puisque, comme je l'ai souligné, le FNE est financé à 100% par l'État, donc il n'y a pas de notion de cofinancement. Donc, s'il y a des plans complémentaires, type plan ADER ou autres, qui sont mis en place au niveau régional, ou comme ça peut être le cas même parfois au niveau départemental ou au niveau métropole, il n'y a pas d'incompatibilité. La seule chose, c'est bien entendu, vous ne pouvez pas cumuler les aides, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous faire rembourser une formation 2 fois, mais ça, je pense que c'est une évidence. Mais sinon, oui, si vous savez que vous allez bénéficier en 2021 ou que vous avez bénéficié d'aide régionale cette année, oui, vous pouvez faire une demande FNE. Madame Danseau, elle précise que l'aide est une participation financière de la région sur le plan de formation 2020 et qui, lui, est calculé sur la base assiette subventionnable déterminée correspondant aux frais pédagogiques de la formation. Donc, voilà, en fait, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de... Voilà, mais c'est pour reprendre ce que tu as dit de la même façon, c'est qu'en fait, il n'y a pas... Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de cofinancement. Donc, vous pouvez profiter de votre plan pour certaines formations avec un calcul basé sur ces formations-là et l'assiette correspondante. Et par ailleurs, vous pouvez solliciter un financement propre au FNE sur son budget propre FNE pour d'autres formations. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de cofinancement possible puisque le financement est à 100%. Donc, un dossier FNE ne doit être que demandé au titre du FNE et sera accordé ou non en fonction des critères qu'on a essayé d'illustrer. J'ajouterais juste qu'on a le cas de beaucoup d'entreprises qui profitent du FNE pour faire des formations qui étaient dans leur plan à horizon 1 ou 2 ans ou qui étaient clairement hors plan de formation et qui en profitent pour élargir leur offre de formation auprès de certaines populations d'employés. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, des commerciaux export ou des sales reps qui se déplacent énormément. Donc souvent, ils ont des plans de formation à 2 ou 3 ans puisqu'ils sont tout le temps en déplacement. Bah là, le fait qu'ils soient entre guillemets grandés, donc plus disponibles, et ben ils en ont profité pour les former via le FNE. Donc c'était du hors plan. Typiquement, si vous m'entendez. Oui. Vas-y, Émeric. Oui, non, je voulais souligner que il peut y avoir. Ça peut être intéressant pour les entreprises d'essayer d'accélérer le montage de conventions, le montage de demandes de financement maintenant jusqu'à début septembre, même si les formations afférentes sont réalisées en septembre ou même en octobre, puisqu'encore une fois, il y a quand même une visibilité de fonctionnement qui a été donnée au dispositif, pour maximiser les chances d'avoir les meilleurs pourcentages et les meilleures prises en charge.
Voilà, donc ça peut être une stratégie pour un RH de lancer pas mal de dossiers maintenant. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai que les délais classiques de traitement de ces dossiers sont environ de moins de 15 jours. Voilà. Et si on a de la chance, ça peut être 4-5 jours. Donc si une entreprise, par exemple un RH, lance 10 dossiers aujourd'hui, il a des bonnes chances d'avoir ces dossiers qui soient traités avant les départs en vacances ou en tout cas avant fin août, ça c'est sûr. Pour que les formations afférentes puissent éventuellement être réalisées, elles, en septembre, en octobre, voire même en novembre. Voilà. Et ça peut être une stratégie d'essayer de lancer les dossiers maintenant. Si. Et pour ajouter aux commentaires d'Aymeric, tout simplement, ce qu'on constate, ce qui est assez intéressant à observer, c'est que ce qui prend quasiment le plus de temps, c'est pas le traitement des dossiers par la directe ou par les OPCO, c'est la collecte des besoins. On s'en rend compte, il y a des entreprises qui disent bah voilà, je peux en bénéficier, mais maintenant c'était pas prévu, et juste solliciter les opérationnels sur leurs besoins et faire des tableaux croisés entre les gens qui sont au chômage partiel et les besoins, on se rend compte que au final, l'inertie, elle est plus du côté des entreprises à l'heure actuelle, en tout cas de nous, ce qu'on observe, que des organismes étatiques qui traitent les demandes. Ça marche vraiment très très bien, oui. Après, le retour d'expérience que l'on a, il est aussi que il est compliqué pour des managers d'équipes de comprendre que les équipes sont à la fois en chômage technique parce qu'on est en baisse d'activité et qu'en même temps on peut les mettre en formation. Donc nous on a fait beaucoup de pédagogie là-dessus en disant profitez. Donc nous les FNE qu'on a fait, c'était des perspectives de formation qu'on avait établies sur les 2 prochaines années. C'était pas des perspectives de court terme, parce que tout ce qui était court-termiste, on en a profité pour l'accélérer. Par contre, tout ce qui était à moyen terme, on a profité du FNE pour prendre en charge ces activités de formation. Bah, ok, très bien. Mais écoutez, c'est vraiment top. Donc on avait un petit slide de conclusion, Ewan. Oui. Voilà, donc à moins qu'il y ait d'autres questions, Thilo, donc ce qu'on voulait, on voulait conclure sur le slide suivant. Donc selon nous, une grande opportunité à saisir au plus vite, profiter du temps disponible, monter en compétences. Les critères de l'État peuvent bouger, on l'a souligné, on a donné des dates indicatives. Donc ce sont des points probablement à prendre en considération. Deuxième point, toutes les formations sont éligibles, donc inter et intra, présentielles et distancielles, certifiantes ou non certifiantes. Donc c'est quand même très très large comme dispositif. Les classes mixtes sont également possibles. Et donc Ewan, si tu veux conclure. Et donc les formations, je pense qu'on l'a répété, et le fait d'avoir peu de questions, on espère vraiment qu'on a répondu à l'ensemble des questions, mais on le répète encore une fois, c'est 100% financé par l'État, avec peu de visibilité sur le maintien de ces 100%. En tout cas, le dispositif FNE sera maintenu à l'heure actuelle jusqu'à la fin d'année. C'est important à souligner parce qu'au début, lorsqu'il a été lancé en mars, il devait se terminer fin mai. Ça a été reporté une première fois jusqu'à fin juin. Et donc là, il y a eu un deuxième report à fin décembre. Est-ce qu'il faut miser là-dessus pour qu'il y ait un prochain report? Nos conseils, c'est ne misons pas là-dessus et avançons clairement sur les plans de formation qui peuvent bénéficier aujourd'hui du FNE. Et donc le dernier point, un processus administratif qui est simple et rapide, avec des réponses de la directe ou de l'OPCO qui s'obtiennent en quelques jours, comme on l'a souligné, entre 1 à 2 semaines. Ce ne sont pas des chiffres théoriques, mais qu'on a observé nous en tant qu'organisme de formation. Un paiement qui est rapide, avec des fonds qui sont aujourd'hui disponibles. Merci. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions de la part des participants. Donc, je tiens à nouveau à vous remercier, aux intervenants, mais aussi aux participants de votre intérêt. J'espère que les informations passées vous sont utiles. Veuillez nous excuser pour les petits soucis techniques au milieu du webinaire, des problèmes de connexion, et on constate que c'est plus difficile les après-midi que les matins, c'est moins stable.
Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter côté Aerospace Valley si vous avez d'autres questions ou les intervenants en direct. Comme je disais au début, la présentation va vous être envoyée par mail à la sortie du webinaire. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin d'après-midi. Merci Aerospace Valley. Au revoir. Au revoir.